toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Des manifestations pour dénoncer la haine anti-asiatique ont eu lieu ces derniers jours aux États-Unis. Les attaques raciales, verbales et physiques ont explosé depuis mars dernier. L'US Navy développe des bateaux de débarquement. Ces vaisseaux pourraient être utilisés en mer de Chine en cas de conflit. L'Oréal Chine est en plein essor malgré l'impact de la Covid-19. La croissance du groupe a augmenté de 27% au cours de l'année 2020. H&M dit faire tout son possible pour trouver une issue à la crise. Pour rappel, la Chine a décidé de boycotter la marque après que le groupe ait fait le choix de ne plus acheter de coton du Xinjiang. Shanghai, numéro 1 en volume de commerce extérieur en Chine en 2020. Ce dernier a augmenté de 2,3% en un an. La Chine lance un nouveau satellite d'observation de la Terre depuis le centre de lancement de Xiuquan. Ce dernier est entré avec succès sur son orbite prévue selon les autorités. New York, Washington ou encore Atlanta, des milliers d'Américains ont manifesté ce week-end contre le racisme anti-asiatique, des rassemblements qui interviennent après les fusillades meurtrières dans les salons de Géorgie le 16 mars dernier. Beaucoup dénoncent une recrudescence des actes racistes depuis le début de la pandémie de Covid-19, virus que l'ex-président américain Donald Trump qualifiait de peste chinoise. Aux États-Unis, les rues de plusieurs grandes villes comme Los Angeles, New York et Washington ont été prises d'assaut par des centaines de manifestants venus exprimer leur colère contre différentes formes de haine dont sont principalement victimes les membres de la communauté asiatique. En effet, le 16 mars dernier, des fusillades meurtrières dans des salons asiatiques de Géorgie ont fait plusieurs victimes. Si Robert Aaron Long, inculpé pour meurtre, reconnaît les faits, il nie pour le moment tout mobile raciste, se présentant comme un obsédé sexuel désireux de supprimer une tentation, une défense qui peine à convaincre de l'autre côté de l'Atlantique. Selon Los Angeles Times, des manifestants rassemblés à Koreatown avaient des pancartes en main scandant « Stop à la haine anti-asiatique » et ont défilé le long du boulevard olympique, exigeant la fin immédiate de la montée du racisme et de la violence contre les Asiatiques. Des rassemblements similaires se sont organisés un peu partout dans différentes grandes villes des États-Unis, comme à Atlanta, Boston, Chicago, Détroit ou encore Honolulu. Pour rappel, un rapport publié récemment fait état des milliers d'Américains d'origine asiatique victimes des attaques raciales, verbales et physiques depuis le début du confinement des villes en mars 2020, causé par le nouveau coronavirus. Ce rapport ajoute que depuis ce temps, les crimes haineux anti-asiatiques ont explosé dans des grandes villes. Pour plusieurs experts, cette montée de la haine contre les Asiatiques a été beaucoup plus accentuée par la rhétorique incendiaire que ne cessait de répéter souvent l'ancien président Donald Trump. En effet, l'ex-dirigeant de la Maison-Blanche se plaisait à qualifier ce virus de peste chinoise, des termes qui ont malheureusement eu un certain écho aux États-Unis. Et toujours dans l'actualité américaine, l'US Navy développerait actuellement des bateaux de débarquement. Selon plusieurs experts, ces vaisseaux pourraient être utilisés en mer de Chine en cas de conflit. En effet, ces dernières semaines, ce lieu est le théâtre de multiples tensions, notamment entre les États-Unis et la Chine. Les détails du projet dans ce sujet. Il pourrait devenir le prochain couteau suisse de la marine américaine. Le Light Amphibious Warship est un gigantesque bateau de débarquement pouvant transporter jusqu'à 75 soldats. Le pays de Joe Biden a donné son feu vert pour sa construction. Un rapport publié par le Congrès a dévoilé les caractéristiques de ce bâtiment polyvalent qui devrait permettre aux militaires américains de mieux faire face à l'armée chinoise présente en mer de Chine méridionale. En effet, ces dernières semaines, cette région de l'océan Pacifique est le théâtre de multiples tensions puisqu'elle est convoitée par de nombreux pays riverains comme le Vietnam ou les Philippines par exemple, mais surtout revendiquée dans son intégralité par la République populaire chinoise qui affirme son indiscutable souveraineté. D'ailleurs, le président chinois Xi Jinping y construit des bases maritimes et aériennes. Voilà donc la cause de ce projet qui devrait coûter près de 84 millions d'euros à l'US Navy par bateau. Ce bâtiment de guerre devrait mesurer entre 60 et 120 mètres de long et pèserait près de 4000 tonnes. Doté d'une grande économie, il pourrait facilement naviguer plus de 6400 km avant d'être ravitaillé.
Les officiers de l'US Navy décrivent ce bateau comme rustique mais facile à produire, une qualité nécessaire selon eux pour faire face au nombre croissant de vaisseaux produits par la Chine chaque année. L'US Navy prévoit pour l'instant d'en acquérir une trentaine. Toujours dans l'actualité internationale, la Chine et les États arabes renforcent leur collaboration numérique. Ensemble, ils ont signé et publié leur proposition historique, l'initiative sur la coopération sino-arabe en matière de sécurité des données. Le document a été signé le 29 mars lors d'une vidéoconférence par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoshu, et le sous-secrétaire général de la Ligue des États arabes, Assam Zaki. La Chine et la Ligue des États arabes ont renforcé leur collaboration contre les risques et défis croissants de cyberespace en signant et en publiant leurs propositions historiques, l'initiative sur la coopération sino-arabe en matière de sécurité des données. Le document destiné à maintenir les données et les chaînes de production à flot à l'ère de l'économie numérique a été signé le 29 mars lors d'une visioconférence par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoshu, et le sous-secrétaire général de la Ligue des États arabes, Assam Zaki. Selon les responsables, cette dernière mouture de politique de sécurité des données s'appuie sur la collaboration croissante entre les deux parties dans les technologies de pointe telles que la 5G et l'intelligence artificielle, et sur le travail d'équipe concernant les réponses de sécurité de l'Internet ces dernières années. La collaboration en matière de sécurité des données est mise en évidence à un moment où l'infrastructure Internet de la région, riche en pétrole, a été victime ces dernières années de cyberattaques effrénées. Dans le même temps, l'implication croissante des entreprises chinoises dans l'économie numérique de la région contribue à sa reprise au milieu de la pandémie Covid-19. En 2018, la Chine, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus membres fondateurs de l'initiative de coopération internationale pour l'économie numérique, la ceinture et la route, qui se concentre sur la promotion de l'économie numérique. Parallèlement, en septembre, la Chine a publié son initiative mondiale sur la sécurité des données en tant que solution chinoise aux principaux problèmes liés aux données et à la cybersécurité. De leur côté, les gouvernements des pays arabes ont déployé ces dernières années des visions et des mesures consécutives pour créer un environnement numérique sécurisé, intégrant la sécurité des données comme un pilier de leur stratégie de sécurité nationale. Et d'ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères chinois Wang Yi salue une tournée fructueuse au Moyen-Orient et une coopération renforcée avec les pays de la région. Selon lui, ces visites ont permis de mener à bien des projets de lutte contre l'épidémie de Covid-19, mais également de rechercher une solution politique aux problèmes des points chauds de la région. Des remarques faites lors d'un entretien marquant la fin de sa tournée. Malgré la crise sanitaire, L'Oréal Chine est en plein essor. En effet, la croissance du groupe a augmenté de 27% au cours de l'année 2020. L'entreprise a réussi à compenser la perte de ses fermetures de magasins grâce aux ventes en ligne. Pour preuve, ces ventes via l'e-commerce ont atteint 26% des ventes totales du groupe en 2020, enregistrant un nouveau record historique. Une conférence de presse de L'Oréal Chine portant sur sa stratégie de développement s'est déroulée ce lundi, le 29 mars à Shanghai, en Chine. Fabrice Megabarn, le nouveau PDG de L'Oréal pour l'Asie du Nord, a partagé ses expériences pour accélérer la reprise du secteur cosmétique en Asie après la crise de la Covid-19, ainsi que sa vision du marché pour l'année en cours. Dans la nouvelle structure régionale du groupe L'Oréal, le bureau de Shanghai a été transformé en siège social du groupe français en Asie du Nord. Grâce à cet ajustement, la communication entre Shanghai et Paris sera plus rapide et en même temps la coopération entre nous et nos partenaires sera plus étroite. Nous continuerons à accélérer dans l'innovation et le développement, le lancement de produits et d'autres aspects, a commenté Fabrice Megabarn. Nous accorderons une grande importance aux principaux marchés prestigieux que sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud pour créer des effets synergiques à valeur ajoutée dans la région, a-t-il ajouté. Malgré l'impact de l'épidémie, L'Oréal Chine a tout de même réalisé une croissance annuelle de 27% au cours de l'année 2020, allant à contre-courant de la tendance difficile globale. Tous les départements de l'entreprise ont réalisé une croissance à 2 chiffres et sa croissance globale a dépassé la moyenne du marché. D'ailleurs, le marché de la partie continentale de la Chine est devenu pour la première fois le plus grand marché au monde pour 7 grandes marques du groupe français. Selon le dernier rapport financier du groupe L'Oréal, l'entreprise a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires total de 27,99 milliards d'euros, soit environ 219,1 milliards de yuan.
et un résultat opérationnel de 5,2 milliards d'euros. La région Asie-Pacifique est devenue la seule région à croissance positive à travers le monde entier l'an dernier, avec un chiffre d'affaires de 9,799 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,5% d'une année sur l'autre. L'Oréal Chine a réussi à compenser la perte de ses fermetures de magasins grâce aux ventes en ligne. Ces ventes via l'e-commerce ont atteint 26,6% des ventes totales du groupe en 2020, enregistrant un nouveau record historique. L'ambition de L'Oréal n'est pas seulement de devenir une grande entreprise, mais de devenir une entreprise du futur, a indiqué Fabrice Megabarn, ne cachant pas ses ambitions quant à l'avenir de l'enseigne française en Chine. Une autre entreprise, cette fois suédoise, traverse une crise sans précédent. Pour rappel, la Chine a décidé de boycotter la marque après que le groupe ait fait le choix de ne plus acheter de coton du Xinjiang. H&M a dit faire tout son possible pour trouver une solution favorable. Si elle n'a pour l'instant pas donné de chiffres sur l'impact sur ses ventes, l'enseigne compte environ 10% du nombre total de ses points de vente en Chine. Le manque à gagner est donc très important. H&M dans la tourmente en Chine. Depuis plusieurs jours, la marque est boycottée dans le pays de Xi Jinping. Les produits de l'enseigne suédoise ont été retirés des principaux sites de vente en ligne dans le pays, son troisième marché national au premier trimestre, où l'enseigne a réalisé 6% de son chiffre d'affaires et compte environ 10% du nombre total de ses points de vente. La cause, la décision de ne plus acheter de coton du Xinjiang pour un prétendu recours au travail forcé, ce que la Chine dément fermement. Le géant suédois du prêt-à-porter H&M a affirmé mercredi faire tout son possible pour trouver une issue au mouvement de boycott qu'il subit actuellement. Nous sommes déterminés à regagner la confiance de nos clients, collègues et partenaires commerciaux en Chine. Nous travaillons avec nos collègues en Chine pour faire tout notre possible pour gérer les difficultés actuelles et trouver une issue, a affirmé le numéro 2 mondial du secteur dans un communiqué. Signe d'une crise sans précédent pour le groupe, dont la plupart des magasins sont actuellement fermés dans le monde. Le poids lourd de l'habillement a enregistré une perte nette d'environ 104 millions d'euros, pénalisé par un recul de 21% de son chiffre d'affaires. En mars, les ventes ont toutefois progressé de 55% par rapport à la même période l'année dernière. Et d'ailleurs, à propos du Xinjiang, la mission de la Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève rejette ce qu'elle considère comme de la stigmatisation dans cette région autonome, réaffirmant que les Ouïghours jouissent pleinement des droits de la liberté de choisir leur emploi. En outre, ils ont tenu à rappeler qu'en 2020, 70% de tout le coton au Xinjiang a été récolté mécaniquement. La Chine s'oppose fermement et rejette catégoriquement la stigmatisation du Xinjiang menée par certains pays occidentaux et forces anti-Chine. C'est ce qu'a dénoncé lundi la mission de la Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, dénonçant le groupe de travail sur le commerce et les droits de l'homme ainsi que certaines procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour avoir prétendument déformé les faits avec malveillance et propagé des mensonges sur le travail forcé au Xinjiang. Son porte-parole Liu Yuyin a jugé que le groupe de travail avait choisi une mauvaise cible en cherchant à stigmatiser la Chine. Les populations de tous les groupes ethniques au Xinjiang, notamment les Ouïghours, jouissent pleinement des droits et de la liberté de choisir leur emploi et de travailler de façon équitable, se construisant dans leurs propres mains une meilleure vie, a ajouté le porte-parole. Par ailleurs, l'industrie manufacturière chinoise se développe vers le milieu et le haut de gamme, tandis que l'automatisation continue de s'accélérer dans diverses industries, y compris l'agro-industrie, le textile et les vêtements, ainsi que le secteur d'automobile. Par exemple, en 2020, 70% de tout le coton au Xinjiang a été récolté mécaniquement et le taux d'automatisation des entreprises textiles locales était de plus de 90%. Les mensonges sur le Xinjiang, notamment le travail forcé et la détention de masse fabriquée par certains pays occidentaux et des forces anti-Chine visant à diffamer la Chine, zapper sa stabilité et contenir son développement, sont condamnés et rejetés par tout le peuple chinois, notamment les gens de diverses ethnies au Xinjiang, a déclaré Liu Yuyin. Le groupe de travail a fermé les yeux sur les informations faisant autorité que le gouvernement chinois a fournies à maintes reprises et ne les a pas mentionnées
mentionné dans son communiqué de presse, affirme-t-il. Cela démontre clairement ses tendances politiques, selon lui. En agissant ainsi, le groupe de travail a gravement violé les principes d'impartialité, d'objectivité et de non-sélectivité du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sous prétexte des droits de l'homme, il a stigmatisé sans raison des entreprises chinoises, portant atteinte non seulement à leur réputation et à leur image, mais aussi aux moyens de subsistance et aux droits humains des travailleurs ouïghours, a-t-il conclu. Shanghai numéro 1 du volume de commerce extérieur en Chine en 2020. Ce dernier a augmenté de 2,3% sur un an. Selon un rapport publié par le journal financier chinois Yikai, le commerce extérieur de la Chine a enregistré une croissance d'1,9% en un an. La ville de Shanghai s'impose donc comme une locomotive dans le domaine en Chine. Selon un rapport publié par le journal financier chinois Yikai, le centre financier chinois Shanghai a pris la première place du volume total du commerce extérieur l'année dernière, suivi de Shenzhen et Beijing. Le rapport extérieur de la Chine a enregistré une croissance de 1,9% d'une année sur l'autre pour atteindre 32 160 milliards de yuan, soit 5 milliards de dollars en 2020, atteignant un niveau record, a indiqué l'administration générale des douanes. Ces exportations ont augmenté de 4% d'une année sur l'autre à 17 930 milliards de yuan et les importations ont baissé de 0,7%. Dans le même temps, a indiqué Yikai, l'année dernière, le volume du commerce extérieur d'un total de 16 villes chinoises a dépassé 500 milliards de yuan, avec 9 villes dépassant 700 milliards de yuan et 5 dépassant 1000 milliards de yuan. Le commerce extérieur de Shanghai a augmenté de 2,3% sur un an, le volume des importations et des exportations totalisant 3 480 milliards de yuan. Les importations de la ville ont augmenté de 3,8%. Tandis que les exportations étaient stables à 1370 milliards de yuan. Le commerce extérieur de Shenzhen, lui, a augmenté de 2,4% en un an. Les exportations ont quant à elles augmenté de 1,5% à 1700 milliards de yuan et les importations de 3,6%. Le volume total du commerce extérieur pour Beijing et Suzhou dans la province du Jiangsu a dépassé lui la barre des 2000 milliards de yuan pour les deux villes. En termes de taux de croissance du commerce extérieur, Chengdu, capitale de la province du Sichuan, a pris la tête des 10 premières villes. L'année dernière, la ville a enregistré un volume de commerce extérieur de 715,42 milliards de yuan, soit une croissance de 22,4% par an. Sur le volume total, les exportations ont, elles, atteint 410 milliards de yuan, en hausse de 23,7%. La forte croissance des exportations était liée aux produits et à la structure industrielle, c'est ce qu'a déclaré à Yikai He Fengkai, directeur adjoint du bureau des opérations économiques de la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu. L'année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19, les produits électroniques ont connu une demande croissante du fait que le travail à domicile était devenu une tendance. En termes de répartition géographique, à l'exception de Chengdu, les autres villes classées dans le top 10 proviennent toutes des zones côtières de l'est du pays, avec 3 dans le delta du fleuve Yangtze, 3 dans le delta de la rivière des Perles et 2 dans la région Beijing, Tianjin, Hebei. Un nouveau satellite d'observation de la Terre a été lancé en Chine. Depuis le centre de lancement de Tiaochuan, il est entré avec succès sous son orbite prévue selon les autorités. Le satellite sera utilisé dans les études de terrain, la planification urbaine ou encore les secours en cas de catastrophe. Il s'agit de la 364e mission de vol de la série de fusées porteuses Longue Marche. La Chine a envoyé un nouveau satellite d'observation de la Terre dans l'espace depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, mercredi à 6h45, heure de Beijing. Le satellite Gaofen 1202 a été lancé à bord d'une fusée Longue Marche 4C et est entré avec succès sur son orbite prévue. Le satellite sera utilisé dans les études de terrain, la planification urbaine, la conception du réseau routier et l'estimation du rendement des cultures, ainsi que pour les secours en cas de catastrophe. Il s'agit de la 364e mission de vol de la série de fusées porteuses Longue Marche.
Toujours dans l'actualité spatiale, à partir de mercredi, le radiotélescope chinois FAST, le plus grand radiotélescope à réflecteur unique et le plus sensible au monde, ouvrira officiellement au monde entier. Les astronomes du monde entier peuvent soumettre leurs demandes d'observation sur un site internet. C'est ce qu'ont déclaré les observatoires astronomiques nationaux de l'Académie des sciences de Chine dans un communiqué. Toutes les demandes étrangères seront évaluées et les résultats seront annoncés le 20 juillet. Les observations des utilisateurs internationaux commenceront en août. Depuis sa mise en service, le télescope FAST a fourni des services stables et fiables. Il a découvert 300 pulsars et réalisé des percées dans des domaines tels que les sursauts radio rapides, un type d'onde radio puissante dans le ciel. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.